ce premier plateau, nous accueillons Monsieur Hassan Qassimi. Bonsoir. Bonsoir Madame. Vous êtes expert dans les gestions de crise et dans les questions géostratégiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également Kamel Mansari, bonsoir, consultant de Canal Algérie, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Alors c'est l'actualité en ce moment. Il y a eu ces dernières semaines des visites effectuées par la partie algérienne au Mali et des responsables maliens étaient cette semaine à Alger. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Les discussions ont notamment porté sur les perspectives de redynamisation et de renforcement de la cadence de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation en collaboration avec toutes les parties maliennes. Alors quelle lecture faire justement de ces déplacements et de cette nouvelle dynamique que l'on voit en ce moment entre Bamako et Alger, Monsieur Qassimi? De toute façon, nous pouvons dire sur cette question que les échéances nouvelles qui se dérouleront bientôt au niveau du Mali, à savoir le projet de constitution, l'élection présidentielle, sont des échéances importantes. Et là, c'est un peu une phase très très importante qui va permettre d'aller vers la consécration des institutions républicaines constitutionnelles au Mali. Mais il y a apparemment, en toute vraisemblance, quelque part, des volontés de vouloir empêcher ce processus de se dérouler et d'évoluer normalement. Et vous avez vu que l'Algérie est en train de mettre la pression sur ce dossier. Et là, on pourrait peut-être parler de quelques réunions très très importantes qui ont été faites. Et vous devez savoir que l'Algérie est le chef de file de la médiation internationale, de la mise en œuvre de l'accord d'Alger concernant le Mali. Donc la première réunion importante, c'est celle du 5 août 2022. C'était la réunion de haut niveau décisionnel qui s'est tenue à Bamako. Donc c'est une réunion très très importante. Il y a eu des décisions que nous devons absolument rapporter et mettre en évidence. Et c'est le début de sortie de crise qui a été enclenché avec la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures importantes. D'abord, le point le plus important, c'est le problème de la réintégration des ex-combattants, d'autres les appellent des rebelles. C'est la réintégration et de presque 26 000 combattants sur une période de 2 ans et avec une échéance de décembre 2024. Donc la deuxième décision la plus importante qui a été prise lors de cette réunion de haut niveau décisionnel, c'est de mettre en place un comité ad hoc chargé d'étudier les modalités, les mécanismes d'intégration des membres qui ont signé, des partis qui ont signé l'accord d'Alger. Donc c'est très très important, c'est des chefs militaires, civils, sécuritaires. Donc il va falloir absolument les redéployer sur la chaîne de commandement nouvelle malienne. Le troisième point, c'est d'aller vers des réformes institutionnelles importantes qui ne soient pas pour le moment lié à la révision de la Constitution, parce que la Constitution en elle-même est en cours de préparation, en cours d'élaboration. Il y a de grands débats qui ont été faits. Et là, sur ce dossier-là, je pense que l'autorité de transition malienne a déjà arrêté une feuille de route et un échéancier électoral. Donc vous devez savoir que la loi électorale, la loi organique électorale a été déjà adoptée et que probablement et en toute vraisemblance, la Constitution sera soumise bientôt durant le premier semestre 2023. Elle sera soumise à l'approbation par référendum. Donc c'est un peu, nous sommes en train de voir un peu les prémices d'une sortie de crise, mais il y a quelque part une volonté cachée de vouloir empêcher ce processus d'évoluer normalement. On en reviendra. On va rester d'abord à ce qui se passe en ce moment et le rôle pivot que joue l'Algérie justement dans la résolution du conflit malien. Aujourd'hui, il est incontestable. On l'a vu à travers l'accord d'Alger qui est soutenu par toutes les parties. Quelle lecture faites-vous justement de toute cette nouvelle dynamique, Kamel Mansari? Il faudrait rappeler que l'Algérie agit sur 2 fronts. D'abord le front intérieur qui est celui de la transition issu depuis le coup d'État donc de 2020 et puis le second de 2021
malien. Donc on est dans une phase de refondation de l'État malien. Donc sur ce chapitre-là, l'Algérie, elle a un rôle et elle a une position qui a été clairement exprimée sur ce qui concerne la durée de la transition. Et on a bien évidemment le volet de l'accord de paix de 2015 qui est vieux de 7 ans et qui a du mal à être concrétisé pour les raisons que l'on sait qui sont essentiellement dues à la question du désarmement et de la réintégration des combattants qui étaient de tous les mouvances qui ont signé l'accord d'Alger en mai 2015. Le premier chapitre, c'est que c'est la transition qui est la plus urgente parce que pour pouvoir baliser le terrain à l'accord d'Alger, il faudrait dépouiller la question, il faudrait se débarrasser de la question politique qui est celle de la refondation de l'État. Bien évidemment, il y a un chronogramme qui a été mis en place, qui est suivi à la fois par la CEDEAO, qui est suivi aussi par l'ONU et qui est suivi aussi par la MINUSMA et d'autres instituts, et surtout l'ONU. Donc on est dans une configuration où il y a beaucoup d'acteurs. L'Algérie, elle fait partie de pays qui sont en train de faire suivre, ou bien, comme l'avait signalé Abdoulaye Diop lors de sa visite, accorder à l'Algérie un rôle fédérateur. Donc l'Algérie, elle joue sur deux terrains. Rôle fédérateur pour celui de la transition et rôle fédérateur pour celui de l'accord de paix d'Alger. Donc on est sur deux terrains différents, contrairement aux autres institutions qui sont pressées, notamment la CEDEAO, elle est plus préoccupée par la transition plus que par l'accord d'Alger. Certes, aujourd'hui, il y a un chronogramme, on a vu que les autorités actuelles au Mali ont pondu la loi électorale le 24 juin dernier. Donc il y a aussi l'ambition d'aller vers la Constitution et pour baliser le terrain vers les présidentielles et législatives. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phase, c'est-à-dire on est dans pleine année électorale. Oui. Donc c'est à partir de là que la campagne électorale va commencer probablement en été prochain, si vraisemblablement les échéances sont respectées. Voilà. Non, mais les Maliens ne peuvent plus jouer seuls, sauf s'il y a bien évidemment une tentative de les capoter. Il y a plusieurs acteurs, parce que les sanctions auxquelles que les Maliens ont subies par la CEDEAO ont été très sévères et ont empêché à ce que ont été en quelque sorte un alibi pour les autorités maliennes de dire on peut rien faire tant qu'on est financièrement et économiquement encerclé. Ils ont aussi fait valoir la question, les conséquences du Covid et bien évidemment la crise ukrainienne. Donc aujourd'hui, les Maliens ne peuvent pas travailler seuls ou ne peuvent pas agir seuls. Ils sont bien sûr accompagnés par d'autres partenaires, dont l'Algérie, l'Union européenne, la CEDEAO et l'ONU. Donc il y a tout en plus du comité restreint qui a été mis en place par l'ONU pour suivre, il est composé de plusieurs pays, pour suivre justement à la lettre l'application du chronogramme. Il y a des rapports trimestriels qui sont transmis à l'ONU dans lesquels pour voir les étapes si ont été exécutées ou pas. Donc les Maliens il y a un mécanisme qui existe, sauf que peut faire l'Algérie sur ce dossier-là? Bien évidemment, ça sera le rôle fédérateur, amener les partis. Comment amener ceux qui sont proches de l'Algérie, c'est-à-dire les Touaregs, par exemple, où il y a une certaine entente, puisque l'Algérie elle est garante de l'accord de paix, donc elle a une certaine responsabilité en tant que chef de file de la médiation et en tant qu'acteur clé dans la résolution du conflit civil qui a eu lieu pendant des années. Et en même temps, bien sûr, il y a les mécanismes. Et ce n'est pas le rôle de l'Algérie seule, comme je le signale. Il y a d'autres acteurs qui sont impliqués dans ce dossier-là et qu'il leur revient à tous. Ça sera créer les conditions politiques justement pour... Aujourd'hui, les conditions politiques sont probablement pas tout à fait réunies parce qu'il y a aussi... la question de la transition ne bénéficie pas jusqu'à aujourd'hui d'une large consensus. Il y a au sein des mouvances, au sein de maliennes, des contradictions sur la durée, sur la façon dont se fait les choses. Il y en a même qui sont ont été contre la loi électorale, donc le mouvement de... Mais même aussi pour la tenue aujourd'hui de la Constitution, du référendum prévu en mars 2023 avant les élections présidentielles pose aussi problème. On dit souvent que cela doit revenir au gouvernement élu. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, le chronogramme dont vous parlez aujourd'hui pourra être respecté? C'est vraiment la carte de la dernière chance pour le Mali?
Il se doit aujourd'hui d'aller vers ces échéances? Vous savez, la feuille de route a été arrêtée de manière tout à fait souveraine par les autorités de transition maliennes. Donc, la loi organique électorale a été adoptée. Le débat sur le projet de constitution est en cours actuellement, de manière démocratique. Tous les partis, il y a plus d'une trentaine de partis qui ont participé, mais dans les débats, on s'est aperçu qu'il y a des divergences. C'est tout à fait normal. Il y a certains qui pensent, sur le plan de la forme et du fond, certains pensent qu'il faudrait absolument aller vers une modification de la Constitution de 92. D'autres, par contre, proposent d'aller vers une nouvelle Constitution pour refonder l'État malien. Donc, dans tout cela, il faudrait... Il y a eu des assises tenues sur la refondation. Mais ce qui est sûr, c'est que les mécanismes le plus important à souligner, à mettre en évidence, c'est que les mécanismes du suivi de l'accord d'Alger fonctionnent. Il y a eu plusieurs réunions et de manière très intense. Et vous avez vu le dernier déplacement de notre ministre des Affaires étrangères, la Ramtan de la Mamra. Bien sûr, ce déplacement à Bamako s'est fait suite à une intervention de la coordination du mouvement de l'Azawad qui s'est réuni à Kidal et qui ont demandé une réunion urgente de la Commission internationale relative au règlement de la crise malienne. Bon, bien sûr, cette réunion s'est tenue parce qu'il y a eu bien sûr des interférences, il y a eu certaines parties, parce que je vais vous dire, même au sein des Touaregs, vous n'avez pas un point de vue uniforme, vous avez aussi des intérêts qui sont divergents. Vous avez les Iforas, c'est dans la hiérarchie Touareg qui est la classe noble, et vous avez les Amguides qui constituent la majorité des Touaregs de Kidal et qui sont dans la hiérarchie dans une position moindre et en quelque sorte un peu plus ou moins déclassée en termes d'hiérarchie dans l'organisation tribale Touareg. Là, on comprend qu'il y a quelque part, derrière ces agissements, il y a certaines parties qui veulent faire de la sous-traitance pour le compte de certaines parties extra-régionales, extra-continentales, qui agissent dans un but bien précis, à savoir de ralentir la mise en œuvre de l'accord d'Alger, ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'accord d'Alger n'a pas été mis en œuvre depuis 7 ans, et vous devez aussi comprendre pourquoi aussi il y a des tentatives de fragiliser bien sûr, de fragiliser l'accord d'Alger, et vous avez entendu le président de la République dernièrement faire des déclarations très claires, franches et fermes d'ailleurs, et les messages sont arrivés, ont été entendus, qu'il n'y a pas de sortie de crise sans l'accord d'Alger. Vous savez que ceux qui prêchent d'autres solutions de l'ordre de l'accord d'Alger, c'est des partis qui cherchent à aller vers la partition et l'irrédentisme du nord du Mali. Donc là, les problématiques sont claires, les menaces environnantes sont identifiées. Et il y a bien sûr une volonté de ne pas vouloir à ce que le Mali se stabilise. Et bien sûr, quand le Mali se stabilise, c'est le Burkina Faso qui va se stabiliser. Et c'est aussi d'autres pays dans le Sahel qui vont se stabiliser. Mais nous avons vu, malheureusement, qu'il y a certaines parties, certains acteurs qui se sont un peu essayé d'interférer dans la construction de l'architecture, de la gouvernance dans le Sahel et dans l'architecture du commandement de la sécurité dans le Sahel. Ça, c'est des problématiques qui sont connues. Il y a bien sûr une autorité nouvelle au niveau du Mali, et il y a certains partis qui ont tout fait pour un peu diaboliser cette autorité, pour essayer de la marginaliser, la fragiliser. Bien sûr, il appartient aux Maliens de décider de leur avenir et personne ne peut décider à leur place. C'est une question de souveraineté. Est-ce que justement c'est ces problématiques d'ingérence étrangère qui se posent aujourd'hui dans la résolution du conflit malien? Justement, on est en train de parler de partis sans les citer véritablement. Oui. Donc, il faut bien rappeler que
l'opération Serval et l'opération Barkhane menée par la France a fait retarder, si elle n'a pas fait paralyser l'accord d'Alger, puisqu'il y a eu l'opération Barkhane et Serval puis Barkhane s'est substituée à l'accord d'Alger. C'est-à-dire que au moment où il devait y avoir un désarmement puis une réinsertion, celle qu'aujourd'hui réclamée par le CMA a été retardée pendant 7 ans parce qu'il y a eu la question de la lutte contre le terrorisme qui aujourd'hui a été vraiment un flop monumental. Donc la France a entraîné dans son sillage l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, qu'est-ce qu'il a engendré? Il a engendré encore plus de terrorisme du moment que beaucoup de groupes terroristes se sont servis justement de la France, notamment pour le paiement des rançons, pour pérenniser le fléau terroriste dans la région. C'est un petit peu ça le problème. La France qui refusait d'ouvrir le dialogue. Oui, aujourd'hui, 7 ans ont été perdus. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il faudrait rappeler qui a parasité ce processus qui était vraiment entre les mains de l'Algérie. Et c'est ce retard-là qui a causé à l'Algérie aussi beaucoup de problèmes sécuritaires à la frontière, les infiltrations terroristes, le trafic transfrontalier, la contrebande, et surtout, rappelons surtout l'affaire de Ktigatourine. Elle est certes antérieure à l'accord d'Alger, mais l'accord était venu justement pour baliser le terrain baliser le terrain à la stabilité dans le pays. Il était question que pendant plusieurs années, l'ambassadeur d'Algérie, Ahmed Boutache, a travaillé, qui était à la tête du comité de suivi, a travaillé sur cette question. Aujourd'hui, c'est vrai que Boudjma Delmi l'a remplacé. Il est actuellement chargé du comité de suivi. C'est ces aspects-là d'armement et de sécurité qui n'ont pas été résolus. En plus, l'Algérie, elle est membre du sous-comité de suivi chargé de la défense et de la sécurité, à travers un représentant du ministère de la Défense nationale avec un représentant de la MINUSMA. Ces responsables devaient justement concrétiser sur le terrain le désarmement, la désignation des camps dans lesquels devaient être déposées les armes. À partir de là, une fois que les armes étaient déposées, on pouvait parler de réintégration, que ce soit des 26 000 combattants ou bien des commandants, des chefs de commandant qui devaient, auxquels on devait attribuer des postes de commandement au sein de l'armée malienne. Mais tout ça a été balayé à cause de la présence française. Quand on dit la présence, on parle de Barkhane parce que d'abord le mandat a été accordé à la France par le président malien en 2012 et qui a servi à une deuxième opération dans le cadre d'un accord entre Paris et Bamako à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il faudrait quand même remettre les choses dans leur contexte et rappeler que c'est ces opérations-là qui ont contrarié l'aboutissement de l'accord d'Alger. Aujourd'hui, bien évidemment, le terrain est pratiquement libre. On parle de présence étrangère, mais pas une présence d'un État. C'est un véritable État. Même si on parle de Wagner, ça reste une société privée. Mais le fait qu'un État s'implique entièrement, engage ses troupes, et dans ces opérations, il y a eu beaucoup de bavures. Donc, les armes restent entre les mains des combattants, quels qu'ils soient. Donc, le désarmement aujourd'hui est la solution. Le désarmement, bien évidemment, la réintégration, parce que si on ne règle pas le processus de l'accord d'Alger, le processus politique de transition peut être contrarié lui aussi, parce que la sécurité est importante. On ne peut pas organiser des élections dans des régions qui ne sont pas sécurisées. Sécurisées. Donc la première solution, elle est militaire, elle est d'ordre militaire, elle est d'ordre sécuritaire. Vous savez, en matière de paix, les solutions sont multiples et interdépendantes les unes des autres. Donc les solutions militaires, sécuritaires sont nécessaires, mais il va falloir absolument déclencher le volet développement, le volet économique, prise en charge des besoins des populations. Et c'est à ce niveau-là que, au niveau de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, s'est posé un problème très important, à savoir le budget à mettre en place. Et nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères malien, quand il a été reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, il a fait une déclaration à la suite de cela, et dans laquelle il a insisté et mis l'accent sur les mesures d'accompagnement. Et là, croyez-moi, je vais essayer de revenir parce que c'est très très important. La dernière réunion qui a été effectuée par notre ministre des Affaires étrangères le 10 janvier 2023 à Bamako, elle fait suite à une tentative de sabordage de l'accord d'Alger. Alors là, notre ministre des Affaires étrangères
est parti à Bamako. Il a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Oui. Il a été reçu par son homologue, le ministre des Affaires étrangères, par le ministre de la Réconciliation et de la Paix malien. Et ensuite, il a tenu plusieurs réunions multilatérales au niveau de l'ambassade. Il s'est réuni avec les membres de la Commission internationale de sécurité pour le Mali. Et il s'est réuni également avec les membres signataires de l'accord d'Alger. Et ce qui a permis aussi de faire l'inventaire de toutes les questions et en suspens éventuellement de mettre à plat cette tentative de vouloir un peu mettre de l'ombre sur ce processus. Et là, croyez-moi, c'est une réunion importante. L'Algérie a riposté de manière très forte à cette tentative un peu de capotage de ce processus qui est en train d'évoluer lentement, mais sûrement et naturellement. Et là, je vous dirais un autre point très important, c'est que dans ces interventions étrangères qui se sont faites au Mali, il n'y a pas eu que l'intervention française, il y a eu la force Takuba, la force européenne qui s'est installée au nord du Mali, puis elle s'est déplacée au Niger. Et là, vous devez savoir qu'on a aussi parasité le CEMOC, le centre opérationnel des états-majors du Sahel. On l'a parasité et on a tout fait pour que cette institution de sécurité au niveau du Sahel ne fonctionne pas. Et vous avez dû certainement voir dernièrement, il y a de cela quelques jours, la visite de notre chef d'état-major à la 6e région militaire et il s'est réuni avec l'état-major du CEMOC. Et là, il a entendu un exposé des officiers supérieurs du CEMOC sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Et là, c'est une reprise en main un peu très forte de la part de l'Algérie qui est en train de se redéployer sur plusieurs fronts.